Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans les méandres envoûtants de cette journée. Là où les ombres apparaissent, les secrets vont se dévoiler. Vous êtes sur Twitch, en compagnie de votre hôte préféré, votre guide diurne du lundi. Je suis là pour vous accompagner à travers cette journée ensoleillée, explorer les moindres recoins les plus sombres de la tech. Installez-vous confortablement, enroulez-vous dans votre plaid, mangez votre petite salade, et laissez-moi vous emmener dans ce voyage envoûtant. Cette émission est bien plus qu'un simple live stream, c'est une expérience sensorielle, une immersion totale dans une réalité alternative où les règles de la journée ne s'appliquent plus. Préparez-vous à vivre des expériences incroyables, des aventures palpitantes. La journée est notre allié, c'est un terrain de jeu où les possibilités sont infinies. Aujourd'hui, nous allons briser les frontières de la réalité, nous plonger dans des mondes imaginaires, dans des choses toujours plus incroyables. Et donc, n'hésitez pas à rejoindre la discussion, à poser vos questions, à partager vos réflexions. C'est le moment idéal pour laisser libre cours à votre créativité et à explorer ensemble des horizons inexplorés. Vous êtes les protagonistes, les acteurs de cette épopée lindiesque, et nous allons vivre ensemble toutes ces aventures. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit, laissez-vous guider par ma voix. Et le voyage commence ici. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Bienvenue dans le royaume des rêves éveillés. C'est beau, hein? Ouais, exactement, Stéphane. C'est l'instant. Ouais, c'est l'instant ASMR, comme tu dis, Nida. Salut Titi. Exactement, j'ai mangé du Edouard Baird. Ouais, justement, j'ai eu cette idée tout à l'heure. Je me suis dit, j'ai toujours voulu être à un moment donné, être une sorte d'animateur radio nocturne, un peu comme Édouard Baird qui commence toujours ses chroniques le soir à la radio par des textes toujours un petit peu foufou. Et j'ai dit, tiens, ChatGPT, aide-moi à rédiger une intro Twitch sous la forme d'un animateur radio nocturne. Et ben, ça marche plutôt pas mal. Voilà, voilà. Et donc, voilà, moi j'ai trouvé ça super rigolo. Bon, il faut que je m'améliore, hein. Moi, j'ai pas encore la voix d'Edouard Baird ou la voix comment il s'appelle déjà? Sur RTL2 le soir. Son nom va me revenir. Sur RTL2 le soir, il a une voix très très profonde, très très grave. Donc, Zégut, Philippe Zégut, exactement. L'ami Zégut qui a une voix très très profonde, très grave, très 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 forte. Ouais, je peux te citer, Titi? Ouais, exactement. Donc voilà, ouais, je voulais tester un petit peu cette intro. Bon, j'espère que ça vous a fait plaisir. Donc, ouais, Diffoul, non, non, je crois que là, on n'en est pas là, ouais. Ouais, Doc et Diffoul, ouais, ça ramène très très loin dans le passé, hein. Là, on est loin quand même. C'était quand même un autre registre, j'ai envie de dire. Bon, bref, bienvenue à toutes et à tous. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, salut Fixou, salut Nida, salut Thierry, Stéphane, Gouze, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette semaine démarre sous de bons auspices. Peut-être que certains et certaines d'entre vous avaient fait le pont, j'imagine, vu que c'était l'opportunité d'avoir un week-end de 4 jours. J'ai l'impression que pas mal d'entre nous avons fait ça. Alors moi j'ai pas fait le pont. Moi j'ai travaillé vendredi, mais travaillé tranquillement quand même, hein, parce que bon, il n'y avait pas grand monde au bureau et c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois qu'on était qu'une petite poignée, donc c'était un vendredi quand même qui était plutôt tranquille. Par contre j'ai fait télétravail, voilà. Donc toi Thierry, t'as fait marcher à Startup Nation plein régime. Ouais, cool. Toi Goose, t'as pas pris non plus. Ah, ah, ah. Donc voilà, on va commencer tranquillement ce petit live stream. Je vais essayer de finir à l'heure malgré une intro un peu longue pour laisser la place nette à notre ami Titi tout à l'heure, hein, vers 13h. Je pense qu'il a peut-être pas mal de choses à nous raconter. J'ai hâte de voir ça, mon ami Thierry. Donc pour rappel, puisqu'il y a Thierry, Gouze, tout ça dans le chat, et ben pour rappel, dans un mois, non même moins d'un mois, 3 semaines si je compte bien, 3 bonnes semaines, ce sera le camping des speakers. Donc ça va être cool. J'espère qu'on aura du beau temps parce que là il fait beau, il fait plutôt chaud. J'espère qu'on aura un temps à peu près identique.
là-bas, au moins qu'on n'ait pas de pluie, qu'on puisse profiter de l'extérieur et des talks en extérieur, les tables rondes en extérieur, les apéros, la piscine, tout ça, tout ça. Et puis évidemment, parler de talk, talk sur laquelle, par exemple, le talk que je vais donner donc en camping, je suis pas en retard, mais je suis pas en avance sur la rédaction de mes slides. J'avoue que le coder, ça va toujours plus vite que faire des slides. Mais bon, il m'en reste encore quelques-uns à faire et il faut que je boucle ça. Et mon autre talk pour Sunnytech, pareil, avance doucement mais sûrement. Heureusement que j'ai un coéquipier aussi d'enfer qui avance aussi de son côté. Ça va quand même plus vite à deux, on va pas se mentir. Et mais bon, je suis pas en retard pour mes talks, mais je suis quand même pas super en avance. Il va vraiment falloir que je me mette un petit coup de pied au cul. Voilà, voilà, voilà. Donc, eh ben, on va commencer. Comme à notre habitude, je vais vous partager mon écran. Bah, comme toutes les semaines, je vous parle du noyau Linux à chaque fois, parce que comme c'est la sortie hebdo des release candidates. Donc, Linux 6.4 release candidate RC3, donc la troisième du nom de la RC4 qui vient donc de sortir. La fenêtre d'intégration continue, pas grand chose à dire sur cette version. De l'aveu même de Linus, je crois même, il a dit une nouvelle semaine qui est passée, hop, une nouvelle RC, rien de vraiment énorme à dire. Globalement, la moitié des patchs sont des pilotes. On va dire que c'est à peu près les statistiques habituelles, hein. La moitié des patchs dans les release candidates sont souvent des pilotes, des petites corrections, des petites évolutions, mais rien de foufou. Et puis quelques fixes, évidemment. Donc des petites choses qui viennent en amélioration sur tout ce qui est tooling. Donc process de build, Arch, les updates sur les architectures. Il note notamment tout ce qui est ARM, S390, x86. Des petites choses qui touchent un petit peu le réseau. Il me semble qu'il y a des petites améliorations. Je n'ai pas regardé les patchs qui sont passés récemment, mais il y a eu des petites améliorations de performance, quelques petits goulets d'étranglement qui étaient présents. Donc ça, c'est toujours bien. Ça permet toujours de gagner quelques nanosecondes par-ci, quelques nanosecondes par-là. Mais voilà. Donc rien d'incroyable sur cette release candidate, une release candidate plutôt tranquille. Donc Nid a-t-il pas de risque 5, scandale remboursé. Si, il y a du risque 5 évidemment, parce que dans le noyau Linux, il faudra que j'aille revoir les... J'ai pas regardé les patchs là hier qui sont passés, les patchs de la semaine, mais il y a du risque 5 qui commence à être pas mal intégré notamment dans le noyau 6.4. Donc ça commence à prendre de l'ampleur. J'aimerais bien que ça arrive, je dirais, au niveau de maturité de l'architecture ARM plus rapidement que ARM n'est arrivé à son niveau de maturité. Ça, ce serait quand même pas mal. Mais je ne désespère pas, parce que c'est quand même, effectivement, toi tu en parles très très bien dans tes live streams. C'est une architecture qui est quand même extrêmement dynamique. Je pense que le côté open hardware et très très ouvert de la plateforme aussi permet d'avancer très très vite là-dessus. Et il y a un véritable besoin du marché sur cette architecture. J'en ai déjà parlé, tu en as déjà parlé, beaucoup de monde en a déjà parlé. Le fait qu'il n'y ait pas de redevance à reverser à une société tierce, comme ARM par exemple, que ce ne soit pas bloqué en termes d'architecture, que les gens puissent faire un petit peu ce qu'ils veulent en termes d'architecture, CPU, GPU, microcontrôleur, etc. C'est quand même c'est assez dynamique. J'ai l'impression que l'intégration de l'architecture RISC-V arrive globalement plus vite dans le noyau Linux que n'est arrivé ARM. En même temps, faut dire que la partie ARM, au début, ça a été un peu chaotique, puisque c'était surtout dominé par beaucoup des SBC, des single board computers, ou ce type d'ordinateur monocarte, ou les smartphones, qui étaient avec des architectures très 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 exotiques à l'époque. Et il y a eu un énorme travail il y a plusieurs années qui a été fait, justement pour avoir, on va dire, la fameuse arborescence sous Linux, qui permet de pouvoir représenter les différents matériels ARM et de pouvoir comment je dirais, avoir des pilotes intégrés, distincts, et pouvoir constituer les plateformes un petit peu assez facilement, parce qu'au début il y avait globalement presque un pilote par type de carte dans le noyau, alors qu'il y avait beaucoup de composants, que ce soit GPU, CPU, etc., qui étaient partagés par différentes SBC. Donc voilà, donc c'est de là qu'est né essentiellement le concept de device tree,
Et le device tree est arrivé réellement à cause des problématiques ARM que n'ont pas subir l'architecture RISC-V aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui permet aussi donc d'avancer beaucoup plus vite sur cette architecture par rapport à ARM. Donc la fondation Raspberry pense à faire des microcontrôleurs RISC-V. Oui, bah, ça ne m'étonne pas. De toute façon, ça me semble assez logique, d'autant plus que la fondation Raspberry se veut produire du matériel ouvert. Donc, quoi de mieux que de produire du matériel ouvert avec une architecture qui est complètement ouverte. Ça tombe plutôt sous le sens, sachant qu'effectivement, la fondation Raspberry conçoit globalement presque alors en collaboration, mais ses propres CPU sur des bases ARM qui sont déjà existantes. Donc, ils ont déjà quelque part la main-d'œuvre en interne pour pouvoir avancer là-dessus. Il faudra que je vous partage un article d'un ingénieur, de la fondation Raspberry que j'ai vu passer ce week-end. Il faudra que je vous repartage ça. Je me mets ça en tête. Donc sur RISC-V, il y a pour le moment, plusieurs façons de compiler en fonction du type de CPU. Oui, tout à fait. Bah, ça de toute façon, c'est un peu comme ARM, c'est-à-dire qu'il y a une fragmentation, puisque globalement, l'ISA est relativement ouverte, mais effectivement, on peut adapter l'ISA en fonction des usages, microcontrôleurs ou CPU ou ce genre de choses. Donc aujourd'hui, c'est encore un peu fragmenté, mais je pense que ça va s'uniformiser au fur et à mesure des usages et des années. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qui est à suivre. Sinon, pour Agnew, je vous avais partagé ça la semaine dernière. Je reparle là. Donc, vu qu'on est dans les RC, les release candidates, c'était la publication de l'installeur de Debian Bookworm, donc qui est la version de Debian 12 qui va sortir au mois de juin, qui normalement, si tout va bien, finger cross, hein, on croise les doigts, devrait sortir aux alentours du 10 juin. Bon, connaissant Debian, il est possible que ça glisse un peu, parce que Debian, n'oubliez pas que ça sort pas une date fixe, ça sort quand c'est prêt. Donc ça a les avantages de ces inconvénients. Vu que ça sort quand c'est prêt, bah, quand il y a un bug, ça sort pas. Et ce qui n'est pas le cas par exemple d'autres distributions comme Ubuntu. Ubuntu qui a déjà retardé une paire de fois quelques sorties de ces distributions parce qu'il y avait des bugs vraiment très très graves, mais ils ont déjà sorti des distributions légèrement buggées et qu'un simple apt-get des fois derrière suffisait à corriger. Mais bon. Debian, quant à eux, ça sort quand c'est prêt. Donc, ils ont une fenêtre de tir aux alentours du 10 juin. La Debian Bookworm RC3 est donc sortie la semaine dernière. Alors, quand on parle de Debian RC3, ça inclut donc l'installeur et la distribution, sachant que là, la distribution est en hard freeze, ça veut dire que globalement, il n'y a plus rien qui rentre et plus rien qui sort de la distribution. Il y a éventuellement des petits patchs de sécurité qui sont glissés dans les paquets qui seront donc mis à disposition du public d'ici quelques semaines. Donc c'est essentiellement des mises à jour mineures, des corrections, des petits patchs mineurs qui sont appliqués sur les paquets qui seront donc mis à disposition dans la Debian 12. Là, ce qui sort essentiellement, c'est l'installeur Debian qui est quand même la première brique logicielle de Debian à laquelle on a affaire lorsqu'on installe un système Debian. Et c'est vrai qu'il y a un véritable travail depuis plusieurs années, depuis plusieurs versions de Debian, un travail de consolidation, de stabilisation qui est fait sur l'installeur de la Debian. Parce que l'installeur de la Debian, faut pas croire qu'il tourne, c'est juste je grave une image ISO, je la mets sur une clé USB, je lance et puis ça marche sur mon PC. Ça doit marcher sur à peu près tout type de machine. Donc ça veut dire l'installeur, il est globalement homogène, fonctionne de la même façon sur toutes les architectures. Donc il doit fonctionner sur PC, sur du x86, sur du x86-64, sur du S390, sur de l'ARM, sur toutes les saveurs des versions ARM, c'est-à-dire ARM 64, ARM Hardfloat, ARM EL, etc., etc. Donc il y a un gros travail de test qui est fait. L'installeur Debian est testé par beaucoup de gens, il est testé aussi en automatique et il y a beaucoup de petits bugs qui sont comme ça détectés lors de l'installation, donc qui sont corrigés. Donc ce qui sort essentiellement en ce moment, c'est pas tant la version Debian 12 RC3, c'est surtout l'installeur Debian 12 RC3, puisque vous pouvez faire donc une installation, une net install. Vous téléchargez l'installeur minimum et il va tout télécharger les paquets depuis les dépôts Debian, enfin, ou les miroirs des dépôts Debian.
et donc installer votre système. Mais l'installeur, en fonction de comment vous allez partitionner votre disque, comment vous allez configurer votre réseau, IPv4, IPv6, les paquets que vous allez installer, etc. Donc il y a une très très grosse, comme beaucoup d'installeurs Linux, il y a une très grosse combinatoire, d'autant que ça vise énormément d'architecture. Il faut quand même rappeler que Debian est une des distributions qui vise le plus d'architecture, distribution Linux qui vise le plus d'architecture sur le marché, donc notamment des architectures entre guillemets exotiques, en tout cas pas accessibles au grand public. Je pense notamment tout ce qui est PowerPC, S390, ce genre de choses, et donc ça doit fonctionner de la même manière sur tous les systèmes. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, bon signe. En tout cas, moi, chaque fois qu'il y a une release candidate de Debian qui sort, je la teste sur un de mes nœuds Proxmox. Moi, j'ai pas de besoin vraiment spécifique ou de trucs un peu foufou. Donc, j'ai pas détecté de bugs outre mesure. Je sais qu'il y a des petits bugs qui sont détectés assez régulièrement. Voilà, là on voit sur les améliorations de l'installeur qui sont passées, donc il y a l'ajustement du nettoyage du cache APT qui de temps en temps pouvait casser la compression du bash, le grub installeur qui détecte plus de variantes EFI pour l'amorçage initial des machines. Sur le hardware detect, le rétablissement de l'affichage des alertes sur les licences de microprogrammes, notamment les microprogrammes qui ne sont pas libres si jamais on en installe depuis l'extérieur. La construction de version mise à jour avec le système Dwarves, la partie partitionnement aussi, et le précide. Alors le précide qui est quand même super intéressant. Le précide, qu'est-ce que c'est? Le précide, ça vous permet de pouvoir lancer votre installeur Debian et de lui dire au boot d'aller chercher un fichier de précide, c'est-à-dire un fichier de configuration, entre guillemets, c'est une sorte de script qui va permettre de pouvoir ajouter des fonctionnalités à votre Debian. C'est-à-dire que si vous voulez automatiser l'installation de plusieurs serveurs qui sont identiques, en répondant de façon automatique à certaines questions, en configurant automatiquement l'IP en fonction de l'adresse MAC, machin, etc., etc. Donc vous voulez automatiser quelque chose pour faire quelque chose de très très industriel, on utilise le précide. Donc quand vous lancez l'installeur Debian, vous le déroulez à la main, donc avec le système soit graphique, soit en mode textuel, et vous pouvez dérouler votre installation à la main, et le système précide va vous permettre d'automatiser tout partie justement de cette installation. Vous pouvez dire au boot de l'installeur, va me chercher le fichier de précide qui est disponible sur tel serveur TFTP, et qui va vous permettre donc de répondre de façon automatique à toutes les questions. Et donc lorsque vous avez des dizaines de serveurs ou des dizaines de machines qui se ressemblent et il y a juste l'adresse IP qui change, bah, ça vous évite d'avoir un opérateur derrière qui répond à toutes les questions et de dire va me chercher le fichier précide et déroule l'installation de façon automatique. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Donc, ah oui, tu avais écrit une doc sur le précide, Nida, cool. Donc, depuis des années, le fichier de précide n'a pas évolué. Non, ça n'a quasiment pas évolué, hein, mais ça répond à un besoin qui est quand même un besoin d'automatisation et d'industrialisation. Et ça marche plutôt bien. Après, c'est comme tout, c'est RTFM, Read the Fucking Manual. Faut rentrer dedans, et une fois qu'on est rentré dedans, c'est comme... Ouais, tout à fait, Fixu, c'est comme Kickstart. En fait, l'objectif de ça, c'est de pouvoir automatiser des installations de machines, donc sans avoir d'humain derrière. Globalement, ta machine boot, tu peux même faire booter ta machine sur l'installeur depuis PXE. Donc avec un serveur PXE, tu peux booter sur l'installeur et que ton installeur aille chercher automatiquement le fichier de précide, tout ça, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Alors, pour le RTFM du précide Debian, on a plus d'infos sur la recherche Google. Oui, ça c'est vrai, je suis d'accord. Le précide n'est pas super bien documenté chez Debian, mais bon, avec quelques petites expérimentations, puisqu'on peut trouver effectivement en googlant par-ci par-là, on arrive à s'en sortir. En tout cas, ça... Il faudrait qu'un jour j'écrive un article sur le sujet, ou que, comme je l'avais fait pour faire du packaging Debian, que je vous en parle un de ces quatre dans un live pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est quand même très très pratique quand on a besoin de faire quelque chose plus d'une fois. Alors quand je parle d'automatiser l'installation de serveurs ou de machines, c'est y compris des machines virtuelles, hein, évidemment. Aujourd'hui, quand vous avez un cluster de virtualisation et que vous devez générer des machines par dizaines, avec l'installeur Debian, vous pouvez le faire avec Précide. Voilà. Voilà pour ça. La news suivante, je suis tombé dessus, ça a été partagé notamment par Léa Linux, je crois, hier.
ou avant-hier, et j'avais vu passer ça dans mes news, dans mes flux d'informations. Il y a Intel qui commence à regarder et donc qui vient de proposer un white paper pour proposer une architecture simplifiée de l'architecture x86. Alors quand on parle de l'architecture x86 aujourd'hui, c'est essentiellement de l'architecture x86-64, donc l'architecture 64 bits. Et Intel est parti de ce constat. Ce ne sont pas les seuls, mais comme ce sont eux qui sont quand même qui ont cette propriété intellectuelle, ils sont partis du constat qu'aujourd'hui, ce qu'il y a la complexité technologique qu'il y a dans les processeurs x86-64, il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien ou qui ne servent plus à rien, qui sont héritées justement de choses qui ont été créées dans fin des années 70, notamment pour le 80-86 et le 80-88, et notamment des choses, des fonctionnements qui sont en mode, le mode réel, en 16 bits, qui sont des modes, il y a aussi les modes 32 bits, certaines fonctionnalités du mode protégé 16 bits, 32 bits, la segmentation mémoire versus la pagination, etc., etc. Donc Intel est parti du principe que quand on regarde les usages dans les systèmes d'exploitation modernes de ce qui est utilisé réellement par les microprocesseurs, en fait, il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien, qui ne servent plus à rien. C'est vraiment du legacy, c'est de l'historique. Et donc Intel propose un white paper là, sur son site. Hop, je vais faire download PDF, qui fait une proposition et donc qui sera suivi d'effets ou pas, on va voir dans quelques temps. Donc il s'appelle x86S pour x86 Simplified. Donc, et donc qui est une spécification, là c'est la release 1.0, une spécification qui va permettre de simplifier tout ce qui est processeur x86-64 pour des usages généraux. Donc ça veut dire qu'effectivement, dès lors où les constructeurs, que ce soit AMD, Intel ou autres qui ont des licences pour produire ce type de CPU, appliqueront cette nouvelle architecture, ça veut dire que ça va casser la compatibilité CPU, là, donc l'ISA, pour la nommer, l'ISA et la BI. Donc, alors ISA, pour rappel, c'est Instruction Set Architecture. Et donc, c'est ce qui permet de définir, ça j'en parle dans mon talk que je donnerai au camping des speakers, c'est ce qui permet de définir l'architecture d'un processeur, c'est-à-dire comment il fonctionne, ses différents modes d'adressage, les registres qu'il a à disposition, les instructions, les flags dans le microprocesseur, comment il gère les interruptions, etc. etc. Donc, ça veut dire que là, on arrive à une rupture complète de l'ISA et de l'ABI. Donc, ABI qui est Application Binary Interface, c'est comme une API mais au niveau matériel. Et donc, ça voudra dire que on va supprimer un certain nombre de fonctionnalités qui sont relativement anciennes et qui sont plus utilisées, qui pourraient être utilisées, mais je dirais, dans des CPU plutôt dans de l'embarqué, parce qu'il reste encore aujourd'hui dans certains systèmes industriels et notamment dans de l'embarqué des choses qui fonctionnent en mode 32 bits, voire certaines choses en mode réel 16-32 bits, ce genre de choses, puisque les applications industrielles évoluent un peu moins vite. Mais en tout cas, pour tout ce qui est nouveau matériel, ça voudrait dire qu'on supprime un certain nombre de fonctionnalités, donc on libère de l'espace en termes de silicium, on diminue l'entropie du microprocesseur, c'est-à-dire il devient moins complexe, on supprime des vieilles fonctionnalités, on les retire, et ça permet donc de libérer de l'espace pour du silicium, pour développer des nouvelles choses, augmenter le parallélisme, et donc récupérer un petit peu d'espace pour pouvoir implanter plus de transistors et faire en sorte que nos processeurs soient plus puissants, moyennant la perte de compatibilité ascendante qu'on a depuis plus de 40 ans maintenant, depuis 45 ans. Donc voilà, c'est un white paper. Si vraiment ces sujets-là d'ISA et d'ABI x86 vous intéressent, allez lire le white paper, c'est plutôt intéressant. Ça permet d'aller voir un petit peu comment ils imaginent cette rupture de compatibilité, à quelle fin, les impacts que ça va avoir forcément sur les systèmes d'exploitation derrière, puisque les systèmes d'exploitation sont les premiers utilisateurs de ce type de spécification, donc en termes d'ISA et d'ABI, donc les impacts que ça va avoir, etc. Donc ça veut dire qu'effectivement, si on prend par exemple un Linux ou un BSD à terme qui va viser ce type d'architecture, ça veut dire qu'effectivement, il y a certains pilotes qui vont devenir inutiles dans le futur, comme par exemple la gestion des programmables Interrupt Controller, comme le 8529, ce genre de choses.
il y a des choses qui vont être vraiment deprecated et donc qui vont disparaître de cette architecture. Donc ça devrait simplifier aussi le code des systèmes d'exploitation sous-jacents. Et voilà. Donc c'est plutôt intéressant. On voit qu'ils sont quand même allés assez loin parce qu'ils sont allés donc, jusque dans les flags de gestion pour tout ce qui est coprocesseur arithmétique, sur la gestion de... Alors ils veulent faire disparaître, j'ai pas lu encore tout le document, de ce que j'ai compris, ils veulent faire disparaître le mode segmenté qui existait historiquement dans les processeurs x86 pour laisser place uniquement au mode paginé qui est utilisé par tous les systèmes d'exploitation aujourd'hui. Le mode segmenté n'a plus vraiment d'intérêt sur des choses modernes. Voilà, donc voilà, c'est plutôt intéressant et ça permet de voir effectivement que là, à un moment donné, ils se mettent un petit coup de pied au derrière pour pouvoir justement se débarrasser des vieilles choses qui ne servent plus du tout, hein. On va pas se mentir, hein, le mode réel pour un processeur x86 moderne, ça ne sert à rien, ça ne sert plus à rien. D'ailleurs, dès lors où le processeur a été initialisé en 64 bits, on ne peut plus utiliser ce mode réel, donc de toute façon, ça n'a pas de sens. Donc sur les CPU modernes, tu dis Nida, c'est très dur de lancer un OS2 ou un Windows 3, voire impossible. Oui, bien sûr, puisque les processeurs ont nettement évolué. Il y a le jeu d'instruction qui fait, mais pas que. Il y a aussi la gestion, par exemple, des pits 82, 59, ce genre de choses. Donc des compteurs d'intervalle. Il y a la gestion des contrôleurs d'interruption, etc., qui ont changé, puisque maintenant on a ce qu'on appelle le local APIC, il y a les IO APIC, ce genre de choses, etc., qui n'existaient pas il y a une trentaine d'années. Donc effectivement, lorsqu'on lance l'installation d'un système d'exploitation ancien sur du matériel récent, il y a une forte probabilité pour que ça ne fonctionne pas. Donc effectivement, installer un OS2 ou un Windows 3, c'est difficile, et il y a la partie BIOS, évidemment, puisque ces systèmes d'exploitation se reposent beaucoup sur le BIOS, qui aujourd'hui, on va dire, quasiment n'existe plus, hein. Donc, en tout cas, cette rupture de compatibilité en termes d'ISA et d'ABI, effectivement, ça va avoir un impact. Ça veut dire que certains systèmes d'exploitation, on va dire anciens, mais qui ne sont pas aussi anciens que, par exemple, DOS, etc., ne vont plus s'installer comme avant. Donc, ça veut dire que là, il y a une vraie rupture, quelque part, sur l'architecture matérielle. En tout cas, une chose est sûre, c'est que autant DOS, on arrive encore à l'installer, on va dire FreeDOS. Je vais parler de FreeDOS, pas de MS-DOS, j'ai pas tenté le truc, mais FreeDOS s'installe globalement sur du matériel récent, puisque c'est un projet, je l'ai déjà partagé sur Twitter, qui est relativement actif, et donc qui supporte du matériel récent. Donc FreeDOS arrive encore à s'installer sur du matériel récent, mais ça veut dire que potentiellement, demain, un FreeDOS ne pourra plus s'installer sur ce type de matériel. Voilà. Mais bon. Donc, on va dire que c'est l'évolution normale d'une architecture matérielle. Je pense qu'il était temps, effectivement, d'aller retirer toutes les choses qui étaient inutiles. Et comme je dis, hein, de toute façon, ça va permettre de diminuer la complexité des CPU en interne. Ça va aller forcément libérer de l'espace pour mettre plus de transistors pour des fonctionnalités qui existent déjà ou des fonctionnalités futures. Donc voilà, c'est un peu le ménage par le vide, rien ne se perd, tout se transforme. Donc c'est quelque chose qui a à suivre. Je ne sais pas à partir de quel moment il y aura vraiment des CPU x86S qui sortiront, mais bon, c'est un truc à suivre. Je voulais vous partager aussi un livre intéressant, un document intéressant, donc qui s'appelle OpenSSL Cookbook. Donc c'est le livre d'OpenSSL. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de temps en temps qui galèrent à manipuler OpenSSL. Donc pour rappel, OpenSSL, c'est une librairie qui permet de manipuler tout ce qui est autour du SSL, le TLS, etc., etc. Créer des autorités de certification, créer des certificats pour faire de la signature, ce genre de choses, etc. Donc il y a la troisième version de ce livre qui est disponible, que vous pouvez télécharger aussi en PDF, donc qui permet de naviguer dans la librairie, dans les outils d'OpenSSL, et qui vont vous permettre d'avoir accès à des fonctionnalités expliquées, on va dire pas à pas, comment créer un certificat, comment créer une autorité de certification, comment signer un document ou un certificat, ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que je trouve que la doc de SSL par défaut n'est pas toujours forcément super explicite. Et puis, très très souvent,
il y a des gens qui me posent des questions sur des choses qui, enfin, je vais pas dire qu'ils sont élémentaires, mais en tout cas, des choses qu'on veut faire. Comment créer un certificat pour aller signer quelque chose de façon cryptographique. Bah, il y a pas de mystère, hein, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est RTFM, et là, du coup, on a un manuel qui est relativement complet sur le sujet et qui va balayer un petit peu tous les sujets d'OpenSSL. Donc c'est plutôt pas mal. Comme d'habitude, je vous partagerai ça sur le replay sur YouTube qui sera mis cet après-midi. Et ça vous permettra d'aller voir ça et éventuellement de bookmarker ça pour celles et ceux que ça intéresse. Donc ça, je trouve que c'est un super document. C'est toujours super intéressant d'avoir ça sous le coude parce que je vais vous dire, même moi, enfin, je crée pas des certificats SSL à la main tous les 4 matins. C'est comme toutes les commandes qu'on n'utilise pas, on va dire quotidiennement ou 10 fois par jour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même moi, mince, tiens, pour créer le certificat machin, comment je crée un certificat pour signer un autre certificat, etc. Bah, je fais man OpenSSL. Des fois, je reprends des notes que je me suis mis d'un côté. Ah oui, tiens, c'est comme ça, il faut passer tel flag, faut faire dans tel ordre, il faut faire ceci, il faut faire cela. L'avantage d'un document comme ça, ouais, c'est pas, comme tu dis, Chavnay, c'est pas comme le vélo. C'est pas quelque chose qui s'invente, et si tu le pratiques pas quotidiennement, bah, même si tu l'as déjà fait 10 fois, mais de façon discontinue, bah, tu t'en souviens pas forcément tout de suite sur le coup. Moi, j'ai souvent des scripts qui m'encapsulent ce genre de choses. Par contre, l'avantage d'un document tel que celui que je vous ai présenté là, c'est que pour les néophytes, ça explique aussi les fondamentaux de tout ce qui est cryptographique autour du SSL. Voilà. Donc ça, c'est quand même plutôt bien, je pense. Et sinon, comme on parle de SSL, on peut parler réseau, et je crois que j'avais déjà partagé ça, je me souviens plus si je l'avais partagé sur Twitter. C'est le Bige Guide to Network Programming. Donc, c'est Mr. Bige, et pas Mr. Bing, Mr. Bige, qui a écrit donc un guide pour faire de la programmation réseau. Ça, c'est un truc que j'ai déjà partagé notamment à mes élèves en école d'ingénieur. Puisque je leur enseigne une partie sur le réseau et la programmation réseau. Et j'aurais déjà partagé ce guide qui est quand même plutôt bien fait, qui permet d'expliquer comment on fait de la programmation réseau un petit peu en partant de zéro. Donc de la même manière, ça part des différents fondamentaux. Alors évidemment, il faut avoir un petit background en C, puisque les exemples sont en C, mais ça va expliquer un petit peu comment on s'y prend. Ça va parler des différents appels système, les différentes fonctions de plus haut niveau qui permettent par exemple de convertir une adresse textuelle en une adresse IP, donc en un host. Comment faire par exemple du polling, comment avoir des sockets bloquantes ou non bloquantes, ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est un guide à avoir sous la main quand on a besoin de faire de la programmation réseau. Même si on le fait pas en C, ça permet de montrer vraiment sur les couches très très basses comment ça fonctionne. Et donc, même si vous utilisez un langage de plus haut niveau, forcément, ça va vous expliquer des concepts qui vous seront intéressants. Et comme c'est en C, évidemment, ce Bige a aussi écrit un guide pour la programmation en C, pour ceux qui ont envie de s'y mettre ou de s'y remettre, ce qui permet d'avoir donc deux guides complémentaires, la programmation en C d'un côté et la programmation réseau de l'autre. Donc pareil, je repartagerai ça sur le replay sur YouTube. Je pense que c'est toujours intéressant, notamment c'était la semaine dernière, et quelqu'un qui était venu me poser une question en DM justement à propos de la programmation réseau. Effectivement, si c'est juste une fonction particulière sur un point de détail, mais que la personne connaît déjà les fondamentaux de la programmation réseau, ça pose pas de problème. Mais quand la personne part de zéro, bah, faut se dire, bah, à un moment donné, c'est back to basics, c'est quoi la programmation réseau, c'est quoi par exemple le network byte ordering, ce genre de choses. Comment on organise les octets dans les transferts réseau, comment fonctionne la couche IP, TCP, ce genre de choses, tout ça. Donc ça, c'est plutôt, je pense que c'est plutôt bien d'avoir ce genre de document que vous pouvez avoir sous le coude, soit pour vous, soit à passer aux gens que vous avez dans votre réseau qui veulent s'y mettre, parce que c'est quand même super intéressant. Je sais pas si vous faites de la programmation réseau assez régulièrement ou en bas niveau, mais c'est vrai on a toujours les mêmes sujets. C'est
comment, c'est quoi une socket, c'est comment j'ouvre une socket, comment je fais une socket cliente, comment je fais une socket serveur. Quand j'ai une socket serveur, comment je fais du polling sur plusieurs sockets en même temps pour éviter de créer des process ou des threads qui écoutent chacun sur une socket, donc consommation un peu trop élevée de ressources, ce genre de choses, etc. Donc on est toujours confronté aux mêmes problématiques et ce genre de guide, ça y répond assez facilement. Et dans le projet un petit peu what the fuck que j'ai trouvé tout à l'heure, j'ai trouvé le projet qui s'appelle Toaster, qui est un outil de modélisation 3D totalement écrit en HTML et CSS, c'est-à-dire sans utiliser WebGL et sans utiliser de Canva ni quoi que ce soit d'autre. Donc, alors, c'est un projet qui est totalement useless, de l'aveu même de son auteur, ça ne sert à rien. Est-ce que c'est exploitable au quotidien? Non. Ça a été développé uniquement pour la beauté du geste. Et donc, en fait, ce que fait ce projet, donc là, j'interagis comme si c'était avec du WebGL ou ce genre de choses. La seule différence, c'est qu'en fait, tout ça, toutes ces facettes, tout ça, etc., ce sont des divs et du SVG qui est généré à la volée en fonction de la vue que l'on est en train de faire. On peut aller sélectionner une partie, on peut aller sélectionner le casque, une partie du casque, etc. etc. Et si vous faites inspecter, en fait, vous allez voir que derrière, c'est simplement du SVG et des divs. Voilà, là on a une div, là on a du SVG, etc. Et donc, il va générer en fonction du modèle. Il va faire la projection qui va bien, la projection dans le monde, la projection du modèle, et ensuite générer les objets SVG et dynamiquement changer l'arbre HTML directement en mémoire dans le navigateur pour pouvoir afficher cet objet. Donc, comme je disais, c'est totalement inutile, donc indispensable, mais je crois que le gars s'est dit, est-ce que c'est faisable? Tiens, je vais tester. Bah oui, c'est faisable. Et puis, il a réussi à produire un truc quand même, déjà qui fonctionne quand même plutôt bien, même si c'est lent, hein, en termes de perf, c'est quand même de consommation mémoire et tout, c'est quand même pas foufou. Mais il a fait un truc complet où on peut aller créer des choses, hein, voilà, on peut aller créer un cube, on peut aller créer des enfants à ce cube. Alors on peut créer, il y a différentes primitives qui existent, il y a des sphères, des pyramides, ce genre de choses, etc. Donc c'est une approche très, comment je dirais, je cherche le nom, c'était Silicon Graphics qui avait fait ça. Le nom va me revenir, c'est pas grave. Donc une approche très, comment je dirais, très orientée primitive qui sont intégrées à d'autres primitives, etc., etc. Donc voilà, j'ai trouvé le projet plutôt sympa. Même si c'est complètement useless, je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y en a qui arrivent à se casser les dents sur des projets un petit peu foufou. Et pour terminer, puisque tout à l'heure j'ai fait mon intro de folie, mon intro radiophonique avec ma voix suave et profonde, avec ChatGPT, j'ai trouvé aussi pour celles et ceux qui débutent avec ChatGPT ou qui ne savent pas trop comment requêter ChatGPT ou comment s'adresser à lui, etc. J'ai trouvé donc ce dépôt GitHub qui s'appelle Awesome ChatGPT Prompt, qui est un dépôt qui permet d'expliquer un petit peu comment s'adresser à ChatGPT, et surtout avec beaucoup d'exemples de prompts adaptés à différents use cases. Par exemple, vas-y, agis comme un terminal Linux, agis comme un traducteur anglais, etc., etc. Alors ça va très loin parce qu'il y a même des endroits où c'est marqué agis comme un médecin. Alors ça m'a un petit peu interloqué. Alors j'ai testé avec ChatGPT la version 3, et quand on donne ce genre de prompt, même traduit en français à ChatGPT, il te dit oui, alors attention, disclaimer avant, je ne suis pas un médecin. Si vous avez un problème, adressez-vous à un vrai médecin. Je ne peux qu'orienter un petit peu des idées pour détecter votre pathologie, mais à la fin, chaque fois qu'il donne une réponse, il dit encore une fois, je ne suis pas médecin, allez voir un médecin. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal parce que il peut y avoir de très grosses dérives par rapport à ça.
Mais voilà, on peut lui demander d'agir comme un coach de vie, comme quelqu'un qui va faire de la magie, etc. Donc il y a beaucoup d'exemples de prompts. Je pense que ça peut être pas mal parce que ça permet, quand on n'est pas très familier avec l'outil, ça permet d'avoir un petit peu le pied à l'étrier, d'avoir des exemples qui sont bien pensés, qui sont valides et donc qui permet après d'aller au-delà avec cet outil. Ouais, c'est pas comme sur Doctissimo, ouais, bah, bien sûr. Voilà et puis, bah, ça me fait penser que j'ai un de mes, collègues, qui s'appelle Stéphane Rapneau. De temps en temps, vous devez peut-être le voir passer, sur Twitter ou vous devez peut-être me voir liker des choses, de lui sur Twitter. C'est un de mes collègues, que j'ai lancé sur ChatGPT il y a pas longtemps parce que ça fait partie des sujets, l'intelligence artificielle, en tout cas, on va dire tout ce qui est, outils génératifs. Lui et moi, c'est un sujet sur lequel on bosse dans notre entreprise. Heu c'est un de nos sujets à très, très long terme sur tout ce qui est, développement d'outils génératifs et je l'ai lancé sur ChatGPT qu'il n'avait pas encore réellement exploité et je lui ai montré comment ça peut nous rendre service au sein de notre entreprise, par exemple, générer du texte, pour alimenter ChatGPT avec un certain nombre d'assets textuels et lui dire: «Bah, fais-moi une synthèse de ci, fais-moi une synthèse de ça» et cetera. Et après quelques jours d'utilisation, il a été, relativement conquis par ce type d'outil. Alors je parle de ChatGPT, mais il y en a d'autres et il m'a dit, quelque chose que j'ai trouvé extrêmement pertinent. C'est que pour lui, qui est quelqu'un qui a un background technique à l'origine et qui a travaillé, dans l'industrie financière comme moi pendant longtemps, comme il manipulait des bases de données, il a fait le parallèle avec le SQL. Il m'a dit, «ChatGPT, c'est le SQL de l'intelligence artificielle» et j'ai trouvé ça, plutôt pertinent comme réflexion parce qu'effectivement, lorsqu'on cherche, à exploiter ce type d'outils pour nous aider à produire, des assets, quels qu'ils soient, que ce soit du texte, que ce soit, des images, du son ou n'importe quoi. En tout cas, par exemple, je prends pour le texte, on peut très bien dire, bah, pour notre jeu vidéo, par exemple, voici, comment est fait le monde de notre jeu vidéo, voici, les dialogues entre tel personnage et tel personnage. Ce personnage, voici son histoire, tel autre personnage, voici son histoire et cetera et après, on peut requêter ChatGPT en lui disant: «Bah, voilà, écris-moi un dialogue entre de tel personnage et tel personnage dans tel contexte» ou «Trouve-moi les différences ou les incohérences, de ce personnage entre, 2 textes que je t'ai fournis» et donc effectivement, ça agit un peu, quand on sait requêter ChatGPT, quand on sait s'adresser à lui, ça peut agir comme une forme de SQL, comme on le fait avec des bases de données. C'est-à-dire, on a une masse de données et on va aller requêter ces données, dans la mémoire, de la base de données qui est ici, une intelligence artificielle. Alors j'utilise ce terme même si je sais il est pas c'est pas exactement le vrai terme, mais on va dire ça. Donc ça permet d'aller requêter un petit peu dans toute cette masse de données qu'on lui a donné à manger et de dire, «Bah, vas-y, trouve-moi, par exemple, les incohérences, dans l'histoire de ce personnage». Et on a fait le test et c'est effectivement, ça marche quand même plutôt bien. Parce que quand on a construit, des textes avec une histoire et cetera et qu'on a des kilomètres et des kilomètres de textes qui sont écrits, bah, parfois on se rend plus trop compte des incohérences, qu'il peut y avoir. C'est un peu comme dans les scénarios de films et je pense que ce sont des outils qui sont, très, très intéressants pour aller chercher les petits points de détail, qu'on n'a pas vus, les faux raccords qu'il peut y avoir dans les histoires, ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'était pour vous partager ChatGPT Prompt, j'ai trouvé ça, plutôt pas mal. Il y a plein d'exemples qui sont, je pense, super utiles et super utilisables pour le commun des mortels, sur plein de sujets. Donc toi, Goose, tu dis: «Je rêve d'un talk d'Alexandre Astier sur son outil qu'il a codé en Python pour, l'aider dans les scénarios». Ouais, 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 tout à fait. Ouais, ouais, j'aime beaucoup Alexandre Astier, c'est quelqu'un, d'extrêmement malin et d'extrêmement intelligent. J'avais vu son spectacle avec ma compagne qui s'appelle l'Exoconférence il y a quelques années et on s'était régalé. Ouais, ouais. Bah, tu vois, je savais pas qu'il avait fait un outil, pour ça, pour l'aider dans ses scénarios et effectivement, c'est quelque chose sur lequel on travaille réellement, réellement et effectivement, comme le disait, mon collègue Stéphane, c'est vraiment, ChatGPT, c'est vraiment, le SQL de l'intelligence artificielle. Enfin, ChatGPT ou ce type d'outil, quelque part. Voilà, et bien, il est 13h03. Je pense que j'ai largement dépassé le temps qui m'était, imparti. Je sais qu'il y a l'ami, Titi Moby, qui est tranquillou, tranquillou fifou. Il est chaud patate comme il dit. Il attend une dédicace d'entrée de jeu d'Olivier.
Donc on va aller basculer tranquillement chez l'ami Titi. Alors je vais aller faire le raid des familles. Allez, on va faire /raid Titi Mobi. Voilà. Voilà, donc on va aller rejoindre Titi Mobi sur sa petite chaîne Twitch, tranquillou. Donc Delphest, non, je ne vais pas à Minecraft cette année. Je ne vais pas à Minecraft parce que là, je pouvais pas. Mais par contre, je pense que l'année prochaine, j'irai. Par contre, il y aura Romain Berton, donc mon co-speaker à Sony Tech, qui va y être. Donc, si ça t'intéresse de discuter avec lui sur notre sujet, je pense que ça lui fera extrêmement plaisir. Voilà, donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très très bonne semaine. J'ai pas prévu d'outro comme j'ai fait l'intro tout à l'heure, en tout cas on va aller y aller tranquillement. Je vais vous souhaiter donc comme je le disais une bonne semaine, travaillez bien, soyez sages, je vous dis normalement à la semaine prochaine si tout va bien. Allez, on va aller basculer chez Titi, je lance le raid et on part dans quelques secondes.